Donc, bonjour à tous, bienvenue donc à ce premier webinaire qui est organisé dans le cadre du projet CAS d'Arasec. Donc l'intitulé de ce webinaire, c'est l'histoire de l'agriculture française et ses conditions d'évolution. Donc pour le programme, nous allons avoir l'intervention de Claude Compagnon, donc qui est professeur de sociologie à l'Institut Agro, coordonnateur d'Agro Open Lab, donc un ami CMA, et d'Hercule, un ami d'EMOES. Donc je le laisserai se présenter plus en détail. Donc une intervention d'environ 30-40 minutes, assortie d'un temps d'échange. Je vous invite donc pendant l'intervention de Monsieur Compagnon donc de bien couper les micros et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous avez peur de les oublier. Mais après il y aura un temps d'échange. Juste avant de donner la parole à Monsieur Compagnon, je vous rappelle que, voilà, pour reposer un peu un cadre historique, j'ai mis à disposition sur le Padlet du projet Cas d'Arasec une synthèse assez rapide de l'évolution de l'agriculture française depuis les années 1930, auquel j'ai essayé de mettre en parallèle en fait l'évolution conjointe de la notion de sol vivant, de l'enseignement technique agricole et de l'histoire des chambres d'agriculture. Et vous avez un certain nombre de ressources pour approfondir si besoin. Voilà. Et du coup, je laisse la parole à Monsieur Compagnon. Merci. Merci voilà, d'arrêter le partage, comme ça je peux voir au moins les personnes à qui je parle. Si ceux qui n'ont pas mis leur caméra la mettaient, ça serait bien mieux. Ça m'évite d'être dans une espèce de coma très désagréable. Donc j'incite ceux qui n'ont pas mis la caméra à la mettre. Bon, c'est une exigence que j'ai vis-à-vis des étudiants, mais voilà, socialement, je trouve que c'est toujours important de ne pas parler dans le vide ou de voir ce que ça suscite sur les visages des uns et des autres. Donc, je sais pas. Nous avons quatre candidats qui sont qui doivent mettre encore leur caméra. Non, vous voulez pas. Qui, sa prouesse? Allez, encore trois. Deux. Bon, j'en profite deux. Ça va. Pour me présenter, donc je suis Claude Compagnon, donc professeur de sociologie à l'Institut Agro-Dijon. Et donc, j'en étais le directeur général, enfin, pas de l'Institut Agro-Dijon, d'Agro-Dijon à l'époque. Donc, j'en étais directeur général adjoint pendant 6 ans. Et donc, ça fait 3 ans, effectivement, que j'ai repris mes fonctions d'enseignant-chercheur à part entière. Et moi, j'enseigne plus spécifiquement, ou j'enseignais pour une partie de ces cours, la sociologie des organisations et de l'innovation. Et puis aussi, eh bien, une sociologie du conseil en agriculture et de l'écologisation de l'agriculture. Donc, ces questions de transformation des pratiques des agriculteurs et puis de l'accompagnement des agriculteurs, des questions qui traversent et mon enseignement et ma recherche, puisque les deux axes de recherche sur lesquels je développe des travaux, c'est eh bien, le conseil en agriculture, donc le métier de conseiller, les structures de conseil, aussi bien au niveau, j'encadre des thèses ou des travaux sur les champs d'agriculture ou sur les grandes coopératives, organismes stockeurs comme Ivefia et Terena, donc deux grandes coopératives de l'Est et de l'Ouest, donc nord-est et nord-ouest de la France plus précisément. Et puis, l'autre axe, c'est la dynamique de changement des pratiques des agriculteurs. C'est arriver à comprendre finalement ce qui fait que les agriculteurs ne changent pas de pratique. Et en particulier, en menant des travaux sur leur réseau de dialogue pour montrer eh bien, comment, lorsqu'ils mettent en œuvre des pratiques de changement de pratique, c'est toujours lié à la manière dont ils se saisissent collectivement en fait, des connaissances, comment ils les reconstruisent par leur dialogue, par des dialogues entre pairs, et moins, pour montrer que finalement, moins ils sont connectés socialement avec d'autres, moins cette dynamique de changement existe. Alors tout ça, vous pouvez le trouver bien évidemment sur Internet. Donc en discutant du cahier des charges en fait de mon intervention, voilà, moi je vais vous donner un point de vue qui est le mien de sociologue par rapport à mon histoire. Alors, juste une parenthèse, oui, j'ai pas été toute ma carrière enseignant-chercheur. J'ai travaillé en sortant de l'école d'agro, à l'Institut de l'élevage pendant un certain nombre d'années et
travaillé aussi en Haïti où je me suis occupé d'un troupeau de vaches laitières. Donc pendant ma coopération militaire, donc enfin coopération volontaire du service national actif. Donc c'est pour vous dire que voilà, ce que je vais vous raconter, c'est pas que lié à de l'académique. Il y a aussi une partie de vécu. Donc le cahier des charges, c'était pour parler eh bien, de cette histoire en fait du développement agricole ou des transformations de l'agriculture. Et donc je vais procéder en trois parties dans mon propos. Donc la première partie, c'est dire, bon, c'est des choses que vous savez sans aucun doute, mais c'est en essayant de construire un discours, un récit qui sera le mien pour pouvoir dire à quel moment des grandes questions émergent autour de ce qu'est l'agriculture moderne suite à la période de modernisation de l'agriculture, et puis pour voir comment elle s'est faite, cette modernisation, ce que ça a entraîné, et puis eh bien, à partir de quel moment on commence à se poser des questions un peu différentes et à voir émerger des problèmes, et puis à s'intéresser dans le deuxième temps sur l'agroécologie et sur ce qu'on peut entendre comme forme différente d'agroécologie, pour montrer que, on peut dire qu'il y a de l'agroécologie, c'est très débattu pour savoir ce qu'il y en est ou ce qu'il n'y en est pas, et pour savoir finalement si on peut distinguer des formes d'agroécologie. J'avais écrit avec des collègues en 2018 un article sur comment justement l'émergence de l'agroécologie questionnait la construction et la circulation des connaissances en agriculture. Donc, un article qui se trouve dans la revue d'anthropologie des connaissances, qui est relativement accessible. Et puis la troisième partie, c'est pour dire où on en est aujourd'hui. Voilà, on a 2014, loi d'avenir sur l'agriculture, émergence du institutionnalisation de l'agroécologie, et aujourd'hui où on en est voilà, avec les mouvements sociaux qu'il y a eu avec les agriculteurs. Et je vous ferai état un peu de conversation. Alors, c'est pas vraiment des enquêtes, mais en tout cas, moi, je peux intervenir dans différents endroits et voir la position que prennent les agriculteurs par rapport à l'agroécologie. Et je vous ferai état de ces éléments-là. Donc moi, je vous propose, c'est que donc on a une heure que je cause jusqu'à -20, si ça va. Ouais, parfait. Et puis après, on aura une phase de questions-réponses. Bon, comme je ne sais pas finalement moi, je vous connais très peu dans vos profils. Je vais dérouler mon discours et puis ça nous permettra ensuite de voir s'il y a des points que je n'ai pas cités rapidement ou qui ne sont pas très clairs. Alors, tout d'abord, alors je m'excuse pour ceux qui le connaissent, mais quand même, on ne peut pas comprendre ce qu'est l'agriculture et c'est ce que je dis à mes étudiants, ouais, si on ne connaît pas cette histoire du développement agricole et puis de la modernisation agricole de l'agriculture. Donc, c'est pour marquer les choses. Et en sortie de la Deuxième Guerre mondiale, juste dans les années 40-48, il y a encore des tickets de rationnement. On est très dépendant en fait des pays d'Amérique du Nord pour l'importation de nourriture et la génétique qu'on utilise est essentiellement celle aussi de l'Amérique. Et donc, il y a, il y a un alignement très singulier qui se fait avec les lois d'orientation de 60 et 62 autour de la modernisation de l'agriculture. Et je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais c'est le moment où la FNSEA est d'une certaine manière investie par le CNJA, donc le Cercle national des jeunes agriculteurs, qui lui-même est constitué en fait d'agriculteurs qui ont été formés dans le cadre de la jeunesse agricole catholique, avec un slogan qui est voir, juger, agir, hein, et donc, sur le fait qu'il faut pouvoir former cette jeunesse agricole à pouvoir prendre en main d'une certaine manière son avenir et transformer l'agriculture pour qu'on n'ait plus simplement affaire à une agriculture qui est peu professionnelle et qui est considérée pour en bonne partie comme étant une agriculture de subsistance pour arriver à une vraie agriculture professionnelle, donc avec une professionnalisation de l'agriculture, c'est-à-dire produire des biens non pas pour les consommer, mais pour les vendre bien évidemment.
Et donc, les années 60 et 62, c'est un vrai basculement ben, parce qu'il y a, d'une part, il y a la prise de pouvoir de ce NJA à la FNSEA. Et la FNSEA bien, va dealer avec les pouvoirs publics la modernisation de l'agriculture. Et lorsqu'on regarde d'un point de vue un peu historique ce qui s'est passé, cet alignement des planètes entre la profession agricole, avec les citoyens et avec les politiques, on en a rarement eu, donc on en a retrouvé une à la fin du 19e, mais il y a une espèce d'entente autour du fait qu'il faille moderniser l'agriculture et que cette modernisation, ben, il faut qu'elle passe par un exode rural massif et par l'agrandissement des structures. Et justement pour pouvoir eh bien, intensifier la production. Alors, cette intensification de la production, elle vise à pouvoir, bien évidemment, à être autosuffisante d'un point de vue alimentaire. Mais elle vise aussi eh bien, à pouvoir produire à un moindre coût pour que le pouvoir d'achat consacré en fait à la nourriture par la population, eh bien, pour que cette part du pouvoir d'achat diminue et pour que la population, les citoyens français, eh bien, orientent ce pouvoir d'achat vers l'achat de biens d'équipement. Donc on est aussi dans une phase d'industrialisation et lorsqu'on industrialise et lorsqu'on produit en fait eh bien, des biens d'équipement, ben, il faut pouvoir les vendre. Et donc, pour pouvoir les vendre, il faut qu'il y ait un certain pouvoir d'achat qui soit dégagé, que les personnes puissent acheter ces biens d'équipement. Et ça, il faut bien l'avoir en tête, hein, parce que sinon, on comprend mal comment finalement la modernisation, elle est liée à une espèce de... Elle s'intègre dans un système général, hein, qui va faire eh bien, qu'il y a intensification de la production agricole, il y a exode rural. Cet exode rural, il va s'installer, en fait, les personnes qui vivent cet exode vont s'installer dans les centres urbains. Là, ces personnes vont fournir, en fait, de la main-d'œuvre aux industries, et cette industrie, elle va développer des biens d'équipement qui vont être achetés eh bien, ensuite par une population pour laquelle eh bien, la part de l'aliment dans le pouvoir d'achat a diminué parce on a intensifié la production et que donc on arrive à produire une nourriture qui est à bas coût. Enfin, beaucoup moins cher qu'antérieurement. Et alors, si vraiment il y a quelque chose à retenir dans cette histoire, c'est ça, hein. Et lorsque Emmanuel Macron, eh bien, il y a quelques années maintenant, 2, 3 ans peut-être, il va dire que la modernisation, enfin, il ne va pas parler de modernisation, mais il faut développer maintenant la robotique, le numérique et la génétique. Il est aussi dans le même état d'esprit en disant que la France a intérêt à développer une agriculture qui s'appuie sur la robotique, le numérique et la génétique, parce que c'est non seulement gagner en compétences et pouvoir produire autrement, mais c'est permettre à la France aussi de développer justement toute une compétence autour du numérique et de la robotique euh, pour eh bien, l'industrie, pour le tiers secteur, etc. Et donc pour permettre eh bien, un développement économique autour de ces aspects-là. Donc la modernisation agricole, voilà, elle commence au début des années 60 et classiquement, on va dire qu'elle dure une vingtaine d'années, cette modernisation, et elle va s'appuyer sur l'émergence en fait, de capacités qui n'étaient pas possédées antérieurement, et bien, précisément sur le fait d'utiliser des substances synthétiques comme les engrais et les phytosanitaires ou les produits sanitaires. Et donc, il y a bien le développement d'une certaine manière de l'agrochimie qui va permettre de cette modernisation. Mais il y a aussi le développement de la génétique, c'est-à-dire qu'il y a une vraie politique française qui se met en place à ce moment-là, et ça va être matérialisé par la loi d'élevage de 1966, hein, pour lequel eh bien, on s'organise au niveau national pour pouvoir eh bien, sélectionner des animaux et faire du contrôle de performance, enfin du contrôle de descendance, pour savoir eh bien, ce que valent ces animaux qui se trouvaient être sélectionnés par les grands centres de calcul en fait, de l'INRAE. Et c'est pour ça aussi dans ces années 66, ça va se mettre en place des instituts techniques qui sont l'intermédiaire entre l'INRAE qui va sélectionner des animaux et puis
les directions départementales de l'élevage, qui, eux, sont là pour faire du contrôle d'identification animale et du contrôle de performance pour bien voir les performances des animaux qu'on a sélectionnés. Et donc, c'est ce qu'on va appeler d'une certaine manière la filière du progrès, une chaîne qui va en fait des éleveurs jusqu'à l'INRAE en passant par les instituts techniques et puis les directions départementales les ODO, pardon, les établissements départementaux de l'élevage. Donc, agrochimie, génétique, et c'est bien évidemment le machinisme, hein, c'est-à-dire eh bien l'usage de la puissance mécanique pour pouvoir bien finalement optimiser d'une certaine manière l'usage des surfaces. Et avec cet usage de la puissance mécanique, eh ben, c'est tous les remembrements, la restructuration en fait des parcellaires qui se mettent en place. Alors, comme je le disais, hein, ce mouvement il se fait avec, euh, il ne faut pas exagérer, pas dans une certaine harmonie, parce que et on voit qu'il y a des documents qui sortent. Il y a une BD récemment là, qui est sortie sur justement les traumatismes qu'ont pu créer le remembrement. Et donc, ça ne se fait pas dans la pure harmonie, mais en tout cas avec une certaine entente sur ce que doit être l'avenir du pays et avec des déplacements de population aussi, et avec, dans le monde agricole, avec la prétention de pouvoir permettre aux agriculteurs d'avoir un niveau de vie qui soit équivalent à celui d'ouvriers. Et donc, c'est aussi au niveau agricole, cette promesse qui est faite par les professionnels, c'est que eh bien, les agriculteurs qui vont rester en place vont pouvoir avoir un niveau de vie qui est au moins équivalent à celui d'ouvriers. Et cette promesse-là, elle passe aussi, bien évidemment, par la sélection d'un certain nombre de personnes. Alors, est-ce que et les problèmes qui vont se passer, qui vont se poser ensuite, bien évidemment, ne sont pas qualifiés, ne sont pas identifiés à cette époque-là. Et moi, j'ai des collègues parfois agronomes, qui vont dire, finalement, le développement agricole ou ce qu'on a mis en place, ça a été des conneries dès le départ. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que les effets négatifs, eh bien, de l'usage de produits de synthèse, eh bien, on va les découvrir au fur et à mesure qu'on va avancer. Et bien que dès le début, hein, on a dans ce mouvement-là eh bien, des segments de l'agriculture, comme l'agriculture bio, qui vont refuser d'une certaine manière eh bien, une forme d'agriculture au bénéfice, donc une forme d'agriculture qui va être une agriculture industrielle, au bénéfice d'une autre forme d'agriculture. Et on va voir se segmenter au niveau politique aussi entre la Confédération paysanne et la FNSEA des postures autour du type d'agriculture qu'il faut promouvoir. Bien, on va avoir des positions aussi différentes à apparaître. Mais en tout cas, voilà, sur ce qui est l'agriculture conventionnelle, ce que vont être les problèmes de cette agriculture intensive et, pour, et s'orienter vers une agriculture industrielle, on va les voir apparaître eh bien, à la fin des années 80, puisque c'est à ce moment-là qu'on va voir apparaître les premiers problèmes qui vont se poser essentiellement au niveau de la pollution des eaux par les nitrates, et puis donc la directive eau qui va imposer des démarches pour que eh bien, on arrête de polluer d'une certaine manière les eaux et les nappes phréatiques et qui va fixer une limite qui est de 50 mg en fait, de nitrate par litre pour le seuil de potabilité des eaux pour dire ce qui est une eau potable et ce qu'elle n'est pas. Et donc les premiers problèmes, on les voit bien apparaître à la fin des années 80 donc ces problèmes qui sont liés donc à l'usage des nitrates mais des nitrates ou des effluents d'élevage, hein, puisque c'est aussi dans les années 90 qu'on va mettre en place des démarches pour lutter contre eh bien, tous ces effluents d'élevage qui viennent polluer les cours d'eau. Et
ces éléments-là, ils vont se cristalliser un peu plus avec ensuite des études épidémiologiques ou un certain nombre d'éléments qui vont montrer, en fait, pour faire très court, à la fin des années 90, au début des années 2000, eh bien, du lien qu'il peut y avoir entre l'usage d'un certain nombre de produits phytosanitaires et puis de maladies neurodégénératives, et en particulier autour des maladies de Parkinson ou d'Alzheimer, où on va identifier bien que il y a une corrélation entre ceux qui peuvent utiliser ce genre de produits et puis ces maladies. Donc, des alertes sanitaires qui sont lancées par rapport à ces produits-là. Et puis, dans les années 2000, c'est la première directive REACH au niveau européen qui va justement sélectionner toute une série de produits phytosanitaires qui sont considérés comme dangereux pour les retirer. Et on attend toujours REACH 2 qui est repoussé au niveau européen et qui doit encore sélectionner d'autres produits. Mais voilà, donc c'est les années, fin des années 80, 90, 2000, c'est là où se constituent en fait et sont argumentés d'une certaine manière eh bien, les problèmes de cette agriculture modernisée. Et pour arriver finalement au Grenelle de l'environnement et puis on dit comme ça alors que c'était prévu avant le Grenelle et la mise en place du plan Ecophyto, hein, le plan Ecophyto qui visait à réduire de moitié, si possible, eh bien, l'usage en fait des produits phytosanitaires en agriculture. Et en sachant qu'à l'époque, eh bien, il y avait une entente entre les chercheurs et puis la profession pour dire que pour contrôler eh bien, cette réduction de moitié de l'usage des phytos, on allait s'intéresser à l'indice de fréquence de traitement, c'est-à-dire eh bien, au nombre de fois qu'on passe sur une culture pour la traiter. Par exemple, ben, sur la vigne, on pouvait passer. Alors moi, mes premières recherches à l'Institut Agro, je les ai faites sur la viticulture raisonnée, et donc sur la, euh, sur la côte bourguignonne, la côte viticole. Et alors qu'on traitait le midioïdium de manière systématique et qu'on arrivait à 14 traitements, eh bien, en faisant ça de manière raisonnée, donc en traitant que quand cela est nécessaire, eh bien, on est arrivé à réduire les traitements pour arriver à 7-8 traitements contre le midioïdium pendant la période productive. Et donc des démarches qui sont mises en place, donc le plan Ecophyto, et puis l'émergence du concept d'agroécologie donc, qui est mis sur la table par Le Foll, hein, donc ministre d'un gouvernement de gauche. Et ce concept d'agroécologie, hein, bon, on ne sait pas au départ trop bien ce que c'est, ce que savent en tout cas les professionnels et les pouvoirs publics, c'est qu'on ne peut pas continuer à produire comme on produit. Et moi, j'ai eu à l'époque j'ai fait une série d'interviews, j'ai eu des entretiens avec des directeurs de chambres d'agriculture, des responsables professionnels pour qui ben, il y avait une évidence qu'on était arrivé en agriculture à une espèce ben, de limite et qu'on ne pouvait pas continuer comme ça sans savoir finalement ben, comment il était possible de continuer. Et parfois avec un discours, bon, je ne sais pas si c'est un double discours, mais en tout cas avec des discours très singuliers selon les situations. C'est-à-dire autant lorsque j'ai interviewé en fait ces responsables professionnels au directeur de président de chambre ou du syndicat, au président de chambre régionale, du départemental, etc. Et en privé, il y a bien cette possibilité de continuer à produire comme on produisait. Et en même temps, eh bien, lorsqu'ils se retrouvaient dans des instances où là, ils étaient les porte-parole de la profession, eh bien, ils ne tenaient pas tout à fait le même discours, où là, c'était la défense de la profession, quitte à dire que, eh bien, il y avait guère d'alternatives dans les manières de produire par rapport à celles qu'on avait mis en place justement pendant toute la période de la modernisation de l'agriculture. Alors, et ce discours, il a pu aller très loin. Et donc, dans la troisième partie, je vais vous faire part, justement, moi, je siégeais jusqu'à présent au conseil scientifique hein, de l'Institut technique des betteraves. Très intéressant. Et les betteraviers, c'est une des productions les plus industrielles que l'on ait. Hein.
Et je vous dirais bien le discours qui peut être tenu vis-à-vis de l'usage des néonicotinoïdes par cette profession. Euh, donc, voilà, on arrive à l'institutionnalisation de ce qu'est l'agroécologie. 2014, il y a bien une loi qui est mise en œuvre. Et aujourd'hui, quelle est la situation? Je continuerai ainsi. Eh ben, on a une ministre de l'Agriculture qui dit qu'il ne faut plus utiliser le terme agroécologie. Et donc, qui demande à ses services, ou en tout cas au ministère, à l'administration centrale, et je suis très libre pour dire que bien ce n'est un terme qu'il ne faut plus utiliser. Alors moi, en tant que scientifique et sociologue, bien évidemment, je continue à l'utiliser. Alors, ça nous amène à la question finalement, y a-t-il qu'une forme d'agroécologie ou y a-t-il plusieurs formes d'agroécologie? Et alors, et puis toutes les questions pour dire qu'est-ce que vraiment l'agroécologie? Eh ben, au moment où le concept où la notion d'agroécologie elle est forgée, eh bien, pas grand monde ne sait finalement ce que peut être l'agroécologie. Ce qu'on sait, c'est qu'on ne peut plus continuer à travailler comme on travaillait antérieurement et que finalement, il y a toute une série d'agriculteurs qui mettent en place des pratiques qui sont déjà très vertueuses et qu'il faudrait peut-être s'intéresser à ces pratiques et puis qu'on puisse les capter et puis les capitaliser et puis les transmettre au plus grand de la population. Et c'est à quoi va s'intéresser en fait un certain nombre de services de l'État, c'est-à-dire à pouvoir eh bien, enquêter des agriculteurs qui mettent en œuvre déjà des pratiques vertueuses, c'est-à-dire peu consommatrices de produits de synthèse ou d'une manière générale peu consommatrices d'intrants pour essayer de valoriser en fait ces systèmes-là. On ne sait pas ce que c'est, mais il y a des agricultures déjà en place, comme l'agriculture bio, l'agriculture de conservation du sol, qui vont se réclamer de cette agroécologie en disant, bien, on est des formes d'agriculture qui sont très attentives au milieu, donc à la manière de procéder. Euh, Moi, j'avais enquêté en fait donc en Vendée, des agriculteurs qui étaient en bio et d'autres en agriculture de conservation. Et certains s'adressant des reproches, les uns les autres s'adressant des reproches croisés, hein, soit en conservation, où là on travaille peu ou pas les sols, mais on utilise du glyphosate pour désherber, et reprochant aux bio eux, de beaucoup travailler les sols et donc d'avoir un coût carbone élevé, et les bio disant à ceux en agriculture de conservation, mais dire c'est bien joli votre agriculture, et donc vous travaillez peu les sols, mais par contre vous êtes très fortement utilisateur et très dépendant de glyphosate qui produit des métabolites qui sont dangereux au moment de leur dégradation, qui vont produire des métabolites qui sont dangereux pour la santé. Alors, voilà un débat qui s'instaure, et puis d'ailleurs qui est pas tranché. Hein. On voit avec l'émergence de formes d'agriculture, enfin, il y a plein de formes d'agriculture qui émergent. On est passé par la permaculture, on en est à l'agriculture régénératrice, etc., ou TIF, je ne sais plus. Enfin bref, il y a de nouveaux concepts qui vont dire on s'insère dans cette forme d'agroécologie. Mais en tout cas, il y a une distinction majeure qu'on peut faire autour de l'idée de ce qu'est l'agroécologie avec ce qui se met en place. On peut avoir une agroécologie qui est de forme industrielle, et puis c'est deux catégories ou deux appellations qu'on pourra discuter, et une qui est artisanale. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on peut considérer, en étant dans une transformation dans notre manière de produire, que finalement, il suffirait d'être plus efficient dans la manière dont on utilise les produits de synthèse pour avoir une agriculture qui soit plus vertueuse. Donc, être plus efficient, pour être plus efficient, ben, il suffirait, et vous allez voir qu'un certain nombre d'organismes économiques s'engagent là-dedans, il suffirait en fait ben, d'avoir des capteurs, des senseurs, des banques de données, des algorithmes, des robots, des outils de décision qui nous aident à réduire très fortement l'usage des produits, des intrants, des produits de synthèse pour finalement utiliser juste ce qu'il faut au bon endroit et en détruisant juste ce qu'il faut et pas en détruisant les fautes de manière générale. Et donc, ça, c'est une forme d'agroécologie que je qualifie d'industrielle et qui s'appuie en fait sur des objets techniques qui encapsulent en fait la connaissance, c'est-à-dire qui la mettent dans ce qu'on appelle les artefacts techniques, les objets techniques, eh bien, un outil d'aide à la décision est un artefact technique
euh, vis-à-vis duquel un agriculteur a peu de moyens pour savoir ce qu'on a réellement mis dedans. Et puis, finalement, si ça prend bien en compte les éléments que lui rencontre sur son exploitation. Et donc, c'est moi ce que j'ai appelé dans le papier de 2018 dont je vous parlais, hein, c'est bien une agroécologie, on encapsule les connaissances. Et je vous disais qu'il y a des organismes économiques qui développent ce genre d'agroécologie. Et donc, j'ai encadré une doctorante qui a travaillé sur la coopérative Vivessia et qui se trouve, pardon, Terrena, qui se trouve dans l'ouest de la France. Et ces coopératives qui ont accumulé en fait des données depuis des années et des années, eh bien, ont développé aussi des algorithmes et puis des senseurs et des capteurs qui leur permettent en fait de produire énormément d'outils de décision qui sont là pour développer ce qu'ils appellent des solutions agroécologiques, dans le sens où, en s'appuyant en fait sur le numérique et puis sur ces outils-là, on est capable de donner un conseil qui est très fin dans la manière dont il se situe dans l'action sur les exploitations et aussi très fin parce qu'il s'appuie sur une quantité de données qui est immense pour pouvoir bien, permettre aux agriculteurs de prendre la décision d'usage de certains produits de synthèse eh bien, la plus fine possible. Et donc, c'est une forme d'agroécologie. Et cette forme d'agroécologie, eh bien, elle est promue par un certain nombre d'acteurs publics. Et lorsque Emmanuel Macron va valoriser le numérique, la robotique et la génétique, il est dans ce cadre-là aussi d'agroécologie, c'est-à-dire dans le sens de valoriser ce genre d'outils. Et de toute manière, hein, du fait de l'agrandissement des exploitations agricoles, c'est les exploitations agricoles eh bien, qui sont de plus en plus grandes, c'est-à-dire ben, il n'est plus pas extraordinaire hein, de trouver des exploitations qui font 400, 500, 600, voire 1000 hectares. Eh bien, cette forme d'agroécologie, eh bien, de fait, eh bien, elle se développe massivement parce que eh bien, lorsqu'on est un agriculteur sur une exploitation, un, deux ou trois avec deux ou trois associés, eh bien, lorsqu'on est ce petit nombre, il est très difficile en fait de pouvoir suivre dans le détail ce qui peut se passer sur son exploitation agricole. Alors, du fait d'une politique de structure ou de l'organisation économique des marchés ou des filières ou de types de produits que l'on développe, de fait, hein, on a eh bien, une forme d'agriculture qui développe, qui est de plus en plus une agriculture de firme, donc avec des exploitations qui sont de moins en moins des exploitations familiales, et de fait, une forme d'agroécologie qui est de plus en plus une agroécologie industrielle. Alors que cette agroécologie, finalement, alors que l'agroécologie qui était développée dans le cadre de la loi d'orientation à venir n'était pas celle industrielle. Elle était plutôt une agriculture, en fait, qui était une agroécologie que je vais qualifier d'incorporée. C'est-à-dire où il s'agit, en fait, de permettre aux agriculteurs de refaire de l'agronomie. Et cette agroécologie incorporée, eh bien, comment elle est promue en fait par la loi d'avenir et puis par les groupements d'intérêt économiques et environnementaux, donc qui sont des groupes d'acteurs qui mettent en œuvre en fait, des pratiques agroécologiques, c'est de se dire, eh bien, pour changer ces pratiques, eh bien, il faut être très fin sur la connaissance que l'on a de sa situation. Ben parce que les solutions standards ne sont pas forcément eh bien, valables pour là précisément dans la situation dans laquelle on est. Donc, pour pouvoir eh bien, mettre en œuvre des connaissances pertinentes, eh bien, il faut déjà bien connaître son milieu, sa situation. Pour bien connaître son milieu, sa situation, il faut dialoguer avec d'autres agriculteurs pour pouvoir eh bien, construire des connaissances de la situation avec d'autres agriculteurs et puis partager entre agriculteurs pour savoir eh bien, dans ces situations-là, eh bien, quelles sont les solutions qui marchent et qui marchent ici et qui ne marcheraient pas forcément ailleurs. Et donc, vraiment, à la base, la philosophie en fait de la loi d'avenir sur l'agriculture, elle est vraiment basée sur cette question-là d'agroécologie avec des connaissances qui sont incorporées dans des individus
Et ça correspond assez bien d'ailleurs à une agriculture paysanne, c'est-à-dire une agriculture où les exploitations font entre 80 ou 150 hectares, où l'agriculteur peut eh bien, naviguer dans ses cultures, voir ce qui s'y passe. Il n'a pas forcément besoin d'artefacts techniques pour suivre ce qu'il fait. Et un agriculteur qui est en lien avec d'autres agriculteurs pour identifier sa situation, gagner en compétences agronomiques et trouver les solutions pertinentes là où il est. Et donc, il se trouve que de fait, hein, cette forme d'agroécologie qui a été aussi accompagnée par les pouvoirs publics, hein, en, en ressuscitant en fait un intérêt marqué pour les groupes de dialogue entre agriculture d'agriculteurs pour maîtriser leurs pratiques, eh bien, il se trouve de fait que cette forme d'agroécologie qui est celle finalement qui laisse la pleine et entière capacité aux individus, elle est complètement en train de s'essouffler, et puis c'est pas celle qui est en train de se promouvoir, qui est pas celle qui est promue ni par les pouvoirs publics de fait par la situation économique qui amène les exploitations à s'agrandir de plus en plus. Donc, je vais terminer mon propos, comme je vous l'avais énoncé, donc, sur une troisième partie. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, j'ai commencé à l'introduire précédemment. Eh bien, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Les événements, en fait, la contestation agricole qui s'est déroulée maintenant il y a un peu plus d'un an, a bien chamboulé le paysage agricole et avec on le voit bien, avec une très forte contestation des agriculteurs pour tout ce qui peut être service d'encadrement, hein, lorsque finalement la FNSEA ou je crois que c'est la FNSEA, va murer l'INRAE à Paris, lorsque les agents de l'OFB sont contestés, lorsque l'action de l'ANSES est mis en cause par les propres ministres du gouvernement. Donc l'ANSES, elle ne s'est pas créée toute seule, c'est bien dans le cadre d'un état de droit que finalement l'ANSES agit, eh bien, lorsqu'il y a contestation en fait de ces institutions, on s'aperçoit que finalement, eh bien, toute la longue réflexion qui s'était faite ou la longue élaboration qui a eu lieu dans les années 2000 se trouve un coup de chapeau, eh bien, remise en cause. Alors, par rapport, parce qu'il y a des contestations qui sont tout à fait légitimes en fait de la profession agricole, et dans ces contestations légitimes, on va retrouver toute une série de contestations qui, pour le coup, sont illégitimes dans le sens où elles sont contraires au droit. Et ce qui crée de très fortes perturbations. Et sur cette situation, enfin, la guerre en Ukraine, l'appel à la souveraineté alimentaire, la situation en fait de tension, de très forte tension économique chez les agriculteurs, un mouvement en fait de contestation de ce qui est les formes établies d'institutions et les formes même établies de connaissances, eh bien, amène d'une certaine manière à ce que j'appelle un retour, une régression en fait dans la trajectoire qu'on s'était imaginé autour du développement de l'agroécologie. Et donc, l'exemple que je peux vous donner, c'est celui voilà. Moi, j'interviens aussi des fois dans des tables rondes avec des responsables politiques de la FNSEA, etc. Et je rappelle quand même la responsabilité de la profession aussi, de la profession agricole dans la situation dans laquelle on nous trouve. Et quelle est cette situation? La situation étant où les agriculteurs disent actuellement, eh bien, autour de l'usage des phytosanitaires, s'il n'y a pas de molécules alternatives, il ne faut pas interdire les molécules que l'on a à disposition. Et c'est bien joli comme slogan, c'est très sympathique, mais quand on siège dans les instances où bien peuvent être les agriculteurs, en tout cas moi dans l'expérience que j'en ai, hein, ben, on se rend compte qu'il y a une forme de construction même de la production, de la profession agricole par rapport au maintien de cette situation. Alors, c'est l'exemple des néonicotinoïdes, hein, donc vous l'avez peut-être suivi, les néonicotinoïdes eh bien, sont des désingueurs d'abeilles, c'est-à-dire, ben, ouais, ce sont des tueurs d'abeilles.
Et ils ont été interdits il y a maintenant 4 ans donc par l'Europe, donc où il a été interdit de pouvoir utiliser en fait ces produits-là. Et les producteurs de betteraves ont demandé une dérogation à la France, au ministère, pour pouvoir continuer, pour lutter contre la jaunisse de la betterave, et bien, à utiliser ces néonicotinoïdes. Et ce qui a été, pour finalement, eh bien, il y a eu le jugement de l'Europe qui leur a interdit en bout de course même de pouvoir s'appuyer sur cette dérogation. Et ce qui a été très particulier dans cet usage des néonicotinoïdes, et moi j'avais enquêté des collègues de l'INRAE et puis vu la position en fait des betteraviers là-dessus, c'est que des alternatives, il y en avait, c'est-à-dire des alternatives techniques, accessibles et sans trop de difficultés, elles sont là. Et de l'autre côté, eh bien, enfin moi de ce que j'ai vu, j'ai toujours vu une position de la profession qui ne voulait pas s'engager dans ces alternatives-là, avec une position qui était, bon, on ne sait pas ce que ça va donner, mais une position aussi où il faut anticiper la réglementation, parce que si on anticipe la réglementation, elle arrive bien plus tôt. Donc, eh bien, continuons à faire ce que nous faisons pour ne pas avoir une réglementation qui tombe plus tôt que finalement, eh bien, ce qu'elle pourrait tomber si finalement on continuait à faire ce qu'on faisait. Et donc, si on faisait l'histoire des néonicotinoïdes, ça revient un peu à ça, c'est-à-dire ben, ne change rien jusqu'au moment où c'est interdit. Quand c'est interdit, on demande des dérogations et on a pendant 3 ans jusqu'au moment où l'Europe intervient et dit en fait que le traitement en fait l'usage des néonicotinoïdes pour les betteraves est autorisé comme euh, sous forme d'exemption que si c'est en préventif, alors que les betteraviers l'utilisent en curatif, pardon, pas en curatif, alors qu'ils l'utilisent pour enrober en fait les graines de betterave. Et donc sur les graines de betterave, eh bien, cet usage des néonicotinoïdes est interdit. Donc voilà, une situation qui est au niveau de, finalement du projet que se fixe autour du développement d'une autre agriculture, eh bien, un État, un certain nombre, une nation, hein, c'est-à-dire bah, avec ses citoyens qui se projettent d'une certaine façon, eh bien, est largement remis en cause et ce qui nous amène aujourd'hui à une situation dont très peu de gens eh bien, sait comment on va sortir, en sachant que derrière la remise en cause d'une forme d'agroécologie, il y a toujours des agents qui, eux, se sont engagés en fait dans ce travail-là et qui continuent à le faire aussi par ailleurs. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions du coup ou des points à approfondir? Vous pouvez prendre la parole, on n'est pas très nombreux. Et donc, c'est ce que j'ai dit, hein, je vous donnerai mes arguments. Hein. Alors peut-être je sais pas, une remarque plutôt qu'une question, mais c'est vrai que on se pose beaucoup la question aujourd'hui. Donc le ministère effectivement dit évite de parler d'agroécologie. On est sur un recul, euh, un recul du produit rentrement finalement, alors que dans l'enseignement agricole, tous les programmes euh, ont été euh, ont été mis à jour avec ces nouvelles données. Absolument. Donc finalement, nous, on se retrouve à être à contre-courant d'une loi d'orientation agricole. Si on a des élèves qui suivent un petit peu l'actualité, bah, ils peuvent être amenés à se dire, bah oui, vous enseignez ça, mais finalement, voilà, ce qu'on voit sur le terrain, est-ce que l'État veut, c'est ça? Quelle légitimité? Comment? Enfin, voilà, c'est un petit peu compliqué et schizophrène finalement comme posture. Bah, absolument. Ouais, ouais. Alors, il y a Serge Touviot qui est un sociologue hein, qui a travaillé sur les organisations et qui va parler de double contingence. C'est-à-dire, il va dire ben, quand une organisation est dans un environnement qui se transforme, eh bien, elle peut se transformer, mais donc il y a une contingence vis-à-vis de l'environnement, mais il y a une contingence aussi qui est liée aux personnes qui travaillent chez elle. Et lorsqu'on met en place en fait une démarche
qui est sur apprendre autrement à produire autrement, hein, si c'est bien voilà, le slogan qu'on voit émerger au ministère en charge de l'agriculture et qui va d'une certaine manière structurer le référentiel des diplômes et qui est construit d'ailleurs à Gros-Subdijon hein, par Edutaire, enfin construit avec l'inspection bien évidemment. Mais on voit bien que ça met des années. En fait, le second, je ne sais pas quand il date, mais il y a bien 10 ans qui sont écoulés depuis qu'on a commencé à y réfléchir dessus. Et d'ailleurs, avec l'engagement des lycées agricoles qui a été bien plus important, bien plus rapide que celui de l'enseignement supérieur agronomique. Hein. Moi, j'avais des collègues, non, mais l'agroécologie, on a toujours fait. C'est que non, c'est pas l'agroécologie n'est pas de la pure agronomie. Un agroécosystème n'est pas un agrosystème. Voilà, pour le dire un peu simplement. Et effectivement, alors, il y a une espèce d'avantage, c'est de se dire qu'il y a cette inertie qui fait que les choses se sont structurées de telle manière que les remettre en cause, ça ne pourra pas se faire aussi rapidement, ça va demander du temps. Et ça, lorsqu'on est convaincu, et moi je suis un convaincu, hein, c'est-à-dire un convaincu par mes collègues, par la science, par tout ce qui est argumenté autour des effets nocifs en fait, eh bien de ce que peut être un mode de production conventionnel hein, pour l'environnement ou pour la santé. Eh bien, il y a un profond effet d'inertie qui est lié à tous ces programmes, aux personnes qu'on a formées, à la manière dont on a mis en place des diplômes, etc., ben, qui fait qu'il est difficile de revenir en arrière. Mais en même temps, hein, lorsqu'on voit la, voilà, la situation politique internationale, on peut être très surpris de la vitesse avec laquelle les choses peuvent se faire. C'est-à-dire des choses, on est rentré dans un monde où des choses inimaginables hier commencent à l'être aujourd'hui. Donc c'est, qui, voilà, qui met les gens, alors, vous disiez situation schizophrénique ou une situation d'incertitude qui est pesante, hein, c'est-à-dire euh, qui oblige à dire comment on continue à agir en situation incertaine. C'est ça notre position, c'est comment agir en situation incertaine. Situation incertaine d'un point de vue des orientations politiques et situation incertaine, même par rapport on voit bien, au devenir du vivant avec lequel eh bien, vont travailler les personnes que l'on forme. Il y avait d'autres interrogations, d'autres questions? Sinon, peut-être, moi j'avais une question justement dans ce contexte incertain qui semble très différent de l'alignement des planètes qu'on a pu avoir en modernisation agricole. Est-ce qu'on aurait enfin, voilà, pour les enseignants, notamment les enseignants formateurs, est-ce qu'il y a des pistes à creuser pour essayer d'emmener les jeunes sur un terrain un peu plus stable et pas sans pour autant les convaincre, mais essayer de leur montrer que même si politiquement on n'y est pas, même s'il y a encore des questions qui se posent, enfin, quelles pourraient être les pistes à creuser? Ben, bon, c'est compliqué parce que, bien évidemment, les gens qui ont l'information, ils sont influencés par, mais je ne dis pas ça avec un jugement de valeur, hein, par leurs parents, leur famille, des amis, et par l'enseignement, bien évidemment. Hein. Donc, eux, ils vont faire et puis avec tout l'étiquetage qui est lié à ça, c'est-à-dire, il y a l'étiquetage qui dit, ben, voilà, un tel, ce sont des écolos, donc on les écoute pas, ou un tel, ce sont des hyper-productivistes, donc on les écoute pas. Et c'est peut-être autour de ça, finalement, qu'il faut arriver à travailler, c'est-à-dire euh, comment, pour des élèves ou des étudiants, il est nécessaire d'avoir un propre point de vue sur les choses,
comment se construit dans des collectifs, mais aussi et ça c'est vraiment une posture de sociologue, et une fois qu'on a construit ce point de vue, comment on est capable de le mettre à l'épreuve dans des cercles qui ne sont pas nos cercles. C'est-à-dire, c'est arriver à construire une posture qui est savoir ce que l'on pense, même ben, s'il peut y avoir, pas tout seul, mais avoir un point de vue qui soit construit collectivement, et que ce point de vue collectif, on soit capable de le mettre à l'épreuve face à des gens qui ne pensent pas la même chose. Et ça, c'est rentrer au niveau social, eh bien, dans le lien avec ceux qui paraissent être différents de nous, mais c'est une portée cognitive aussi, c'est-à-dire lorsqu'on rencontre des gens qui pensent différemment, ben, soit on opère un glissement dans sa façon de penser, c'est-à-dire on dit, bah oui, c'est pas si idiot ce qu'il raconte, ou alors, on voit moi j'ai vu dans plein d'études, hein, c'est-à-dire comment des agriculteurs sont capables de négocier avec des associations environnementalistes pour, par exemple, protéger eh bien, l'annihilation d'une espèce et en fauchant plus tardivement, ou alors ou avec une agence de l'eau en disant ben, c'est interdit normalement de mettre les animaux à telle distance en fait d'un cours d'eau, mais je vais le mettre, mais parce que c'est très sec, etc. Donc, bref, il y a toute cette question de rentrer en dialogue et du coup en négociation pour élargir sa pensée, pour trouver des solutions qui ne sont pas déjà là aussi, mais parfois aussi pour se rendre compte que les arguments qu'avancent les autres, eh bien, ils renforcent notre pensée. C'est-à-dire, il la consolide parce que, eh bien, ils vont dire des choses euh, ils vont affirmer des choses et qui vont oui, affirmer ou permettre de voir que ce que l'on pensait est bien posé. Et ça, cette question, en fait, de construire son point de vue et puis le confronter à d'autres, mais si tu veux, on a une formation continue avec des élus de coopératives, de chambres d'agriculture, de syndicats agricoles, etc. Et on les forme à ça, hein, c'est-à-dire ces futurs politiques, ou déjà politiques, mais en herbe, on les forme à cette question d'avoir un point de vue, de le construire et de le mettre à l'épreuve. Et donc, si, s'il y a quelque chose à construire avec les étudiants, enfin, ou les élèves, hein, c'est bien cette question sur la nécessité d'avoir un point de vue. Et puis, d'ailleurs, presque dire quel que soit le point de vue. Mais il faut en avoir un, parce que sinon, on se fait balader par les autres. Et puis après, être capable de le mettre à l'épreuve par des dialogues avec des sphères sociales qui ne sont pas nos sphères à nous. Merci. Lors de votre discours, vous avez beaucoup parlé de l'évolution des produits phyto, de la pollution de l'eau. Donc ça, il y a eu, enfin voilà, il y a une évolution qui est en cours. Est-ce que vous avez une idée de, en fait, l'évolution de tout ce qui concerne plutôt le machinisme agricole? Parce que ça a été une clé de voûte de la modernisation. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée du positionnement du machinisme agricole? Est-ce que, enfin, on peut pas le remettre totalement en cause, c'est quand même un outil précieux, mais enfin voilà, il y a des questions qui se posent. Ben, alors, il se trouve qu'on a des collègues anciens chercheurs en machinisme agricole sur l'école. Donc, ce que je vais vous dire est un peu impressionniste. Je m'en excuse, ça va être des touches, hein. Mais déjà, comment on voit euh, s'orienter le machinisme agricole? Toute la question en fait des robots agricoles, c'est une question qui est en plein développement, hein. C'est-à-dire comment on met en place en fait des engins qui sont capables d'agir directement et directement finalement sans l'intermédiaire, sans le passage par l'homme à la limite. Et, euh, et donc le développement des robots est vraiment quelque chose qui est au centre en fait du machinisme agricole, de la réflexion sur ce machinisme agricole. Et, euh, et c'est très lié ben, au développement du numérique et puis des data. Et donc, et sur le fait que lorsqu'on est capable de développer des outils à décision qui sont très performants, très puissants, etc., et que finalement, bien, on voit pour la
la coopérative Terrena, le technico-commercial qui présente son conseil à un agriculteur va s'appuyer sur un OAD, puis lui dire ce qu'il y a dans l'OAD, et puis l'agriculteur va dire ce qu'il y a dans l'OAD. Alors, je ne sais pas où ils en sont actuellement, parce que la thèse c'est fini il y a 3 ans, mais enfin, le court-circuit de l'OAD au robot, il est assez rapidement fait. Hein. Et donc, on est bien sur ces questions-là. On est bien évidemment sur le machinisme autour des questions d'électrification ou d'usage de l'hydrogène. Et moi, je le vois sur le campus de métiers qualification agroéquipement ou sur une plateforme de système agricole donc de l'INRA ici. Hein. On est autour de ces questions d'usage de machines qui a un coût carbone qui soit bien inférieur. Après, sur la question de la... Moi, je ne vois pas beaucoup d'évolution sur la question de la puissance des machines. C'est-à-dire, donc depuis quelques années, quand même, il y a moins de ventes de tracteurs où les prix des machines, des machines agricoles, et d'après ce que me disait un agriculteur, est devenu plus raisonnable. Ils n'arrivaient plus bien à vendre, mais on est enfin, on est toujours sur ces outillages enfin, puissants hein, qui sont capables d'aller un peu partout, dans toutes les conditions, et puis de faire à peu près, j'allais dire n'importe quoi, mais euh, voilà, oui, travailler dans toutes les conditions. Alors, j'avais lu rapidement un article sur la vente de tracteurs, et il me semble que ces 2 dernières années, ça avait baissé, mais j'ai plus les chiffres en tête. Mais en tout cas, oui, l'orientation du machinisme, on est bien sur intelligence artificielle générative, sur numérique, sur banque de données, sur robotisation des choses. Ce qui est lié à, comme je vous le disais, à une forme d'agroécologie industrielle. Hein. C'est, voilà, on écologise, boum, et en même temps, on fait marcher l'industrie du numérique et puis de la robotique. Et en pensant que ces compétences-là, bien, ensuite, on les exportera dans d'autres projets. On sera un pays ayant de fortes compétences et de fortes capacités dans ce domaine-là. Est-ce que ces réflexions amènent des questions? Mais tout ce que je vous raconte, vous le saviez sans aucun doute. Hein. Après, c'est un récit en 40 minutes à la hache. Alors sinon, peut-être pour terminer, moi j'avais une dernière question. Comment vous voyez l'évolution du métier d'agriculteur? Ben, l'évolution du métier d'agriculteur, je ne sais pas s'il y aura encore des agriculteurs demain. En tout cas, il y a une forme d'évidence. On a perdu 100 000 agriculteurs en 10 ans. On sait que maintenant, il y a plus de la moitié des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Et on sait aussi que le modèle d'exploitation familiale, c'est un modèle qui peut ne pas du tout perdurer. C'est-à-dire que il n'est pas évident que demain, celui qui est exploitateur soit celui qui la loue. Et il est plus évident que bien, on s'oriente avec l'augmentation des surfaces agricoles vers une agriculture de firme. Et une agriculture de firme, c'est quoi? Ben, c'est les centrales d'achat qui possèdent des terres, c'est des collectivités territoriales, voilà, qui installent des régisseurs sur ces exploitations-là. Et, euh, et cette agriculture de firme, elle peut aller jusqu'à effectivement ben, celui qui travaille qui dirige l'exploitation n'est pas agriculteur, c'est-à-dire il a pas il est régisseur, il est technicien, il est ingénieur, mais il n'a pas le titre d'agriculteur. Et donc, le mouvement général que l'on voit, il va quand même plutôt dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'il y a des vraies questions au niveau de la recherche sur la cohabitation de différentes formes d'agriculture et de systèmes agricoles. L'enjeu, c'est de se dire, si on va massivement vers cette agriculture de firme, comment les terres sont transmises, avec quel capital, qui est capable de les racheter, quelle est la place des capitaux extérieurs, d'un point de vue environnemental, comment le respect de l'environnement est mis en œuvre dans ces structures-là, etc., etc. Donc, ce sont des profondes questions. Ouais.
Et est-ce qu'il y a d'autres scénarios peut-être moins Alors, les autres, visibles, des signaux faibles qui se dégagent quand même, outre que cette agriculture de firme? eh ben, les autres scénarios qui peuvent se dégager, c'est de toute manière l'agriculture, la profession agricole le voit bien ou rencontre dans la manière dont elle, aux élections de chambre, elle s'est éclatée dans la représentation, hein. Mais on a d'autres scénarios qui sont avec des fonds d'agriculture qui soient avec des contrats sociaux qui sont un peu différents. C'est des fonds d'agriculture qui soient des fonds d'agriculture territoriales, où il y a des ententes entre des métropoles et des territoires pour pouvoir alimenter en fait les territoires. Et à ce moment-là, où on puisse avoir eh bien, des accompagnements des agriculteurs pour continuer à produire ces exploitations à taille humaine, mais à orienter vers l'alimentation de collectivités sur ces territoires. On a bien évidemment aussi tout ce qui est enfin, autour de l'agriculture bio, hein, c'est-à-dire l'ambition qu'on a autour du bio et qui diminue de semaine en semaine comme ambition. Mais en tout cas, voilà, je crois qu'on est à 10% des surfaces en exploitation bio, hein. On avait l'ambition d'arriver à 20%, je crois que c'était en 2030, si je me souviens bien. Or, cette ambition de surface en bio ou d'alimenter les cantines en bio, c'est c'est des choses qui sont encore portées au niveau de métropoles, de villes, de territoires qui ont cette ambition-là au niveau sanitaire de pouvoir alimenter, par exemple, les cantines de manière saine. Voilà. Donc là, enfin, euh, je, ce que sera l'agriculture de demain, on a du mal à le voir, hein. L'extrême étant d'un côté, de manière très polaire, c'est effectivement enfin, une très grande nombre d'agricultures de firmes parce qu'on continue à faire ce que l'on fait et à agrandir les surfaces et déployer les outils techniques pour pouvoir intensifier, etc. Et puis après, il y a une forme d'agriculture qui est une forme d'agriculture beaucoup plus qui porte les soucis environnementaux et qui est capable, s'il n'y a plus de grands accords ou d'alignement des planètes comme dans les années 60-62 au niveau d'une nation, c'est le genre d'accord par contre qu'on peut avoir au niveau territorial, c'est-à-dire des accords entre des collectivités pour avoir une forme d'agriculture et puis pour encourager une forme d'agriculture et qu'il ne faut pas l'agriculture de firme. Moi, j'avais juste peut-être une question sur l'avenir de l'agriculture. On n'a pas parlé du changement climatique. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas une évolution qui va être, qui va passer par là et on sera obligé de le faire en fait? Oui, on sera obligé de changer, mais je ne sais pas si ça va vraiment jouer sur l'opposition à agriculture de firme ou à agriculture territoriale ou à agriculture. Je ne suis pas convaincu, hein, alors parce que dans l'adaptation au changement territorial, pardon, climatique, on peut être amené à déjà ce qui se faisait dans le sud à le faire dans le nord, enfin bref, avoir une espèce de montée des productions, de l'adaptation des variétés et des races par rapport à ce que l'on produit. Alors, je j'ai rien en tête qui me permettrait de dire, je suis en train de réfléchir sur le truc que j'ai pu lire, qui dirait que finalement ça jouerait sur la forme d'agriculture. Parce qu'on peut très bien en fait compenser le changement climatique par une agriculture qui soit industrielle, hein, qui exploite massivement les ressources hydriques, qui garde des grandes surfaces, bon, peut-être sans faire encore du maïs avec des espèces, enfin, des variétés moins demandeuses d'eau, je... mais inversement, ça pourrait être changement climatique, comment on remet des arbres, comment on remet des plus petites parcelles, comment la question de l'ombrage est importante, comment le lien entre zone de production agricole et puis forêt est repensé. Et ça pourrait aussi amener à ça, hein. Mais moi, je vois pas de ligne, de ligne de pente. En tout cas, c'est sûr que
s'il y a une chose que prennent en compte maintenant les professions agricoles, je peux le dire comme ça, eh bien, c'est bien ce souci en fait du dérèglement climatique. Il parle de changement, mais bien sur des questions de dérèglement climatique. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Non. Sinon, je vous remercie, Monsieur Compagnon. Je vais clore ce Je vous en prie. webinaire. Eh bien, bien au revoir et bonne suite à vous. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Merci.